L'actualité vue, analysée et décryptée par les journalistes et dans la rétro de l'actualité sur Gabon 24. Madame, Messieurs, bienvenue. Le mois de septembre a été riche et intense, particulièrement avec le décès d'Elisabeth II à 96 ans. La reine d'Angleterre, The Queen, a emporté avec elle une partie de l'histoire du XXe siècle. Son fils Charles lui succède à 73 ans, à un moment où la Grande-Bretagne connaît une nouvelle première ministre en la personne de Liz Truss. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour le royaume. Au Gabon, les autorités essaient de tirer le taureau de l'inflation par les cornes après celui du pain récemment. C'est au tour du prix de l'huile de connaître une flambée sans précédent. Le gouvernement lui mise tout dans la nouvelle mercuriale. Et dans le monde de l'éducation, les frais d'association de parents d'élèves créent la polémique à chaque rentrée scolaire. Fixés selon les établissements, ils ont été plafonnés par la tutelle cette année. C'est donc un programme alléchant et des chroniqueurs, vous le savez, aussi percutants les uns que les autres. La rétro de l'actualité, c'est parti. Sandra Ouassi, députée indépendante à l'Assemblée nationale du Gabon, est notre invitée. Honora, bienvenue dans ce plateau de la rétro de l'actualité. C'est un honneur pour moi. Merci à vous pour l'invitation. Et c'est un plaisir pour nous que vous puissiez nous accompagner pour ce numéro. À vos côtés, pour l'actualité politique, Dimitri Abourneur, bienvenue. Vous êtes un habitué. On espère que vous allez bien. Oui, merci, mais ça va. Ça va. L'actualité politique a donc été, messieurs, dense et on essaiera de la balayer de New York à Libreville en passant par Londres à la tribune de l'ONU. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a interpellé ses pairs sur le rôle de l'Afrique qui doit être consolidé au sein du Conseil de sécurité. Une autre déclaration choc à cette tribune des Nations Unies a été celle du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga, qui a par exemple rappelé au président de la CEDEAO qu'il existe un principe de subsidiarité entre la CEDEAO et les Nations Unies et non un principe de mimétisme. Nous en parlerons. Dissolution du ministère des Travaux publics, organisation d'un concours de l'arrondissement le plus propre au Gabon, caducité ou non du mandat du bureau du Conseil gabonais des élections seront également évoqués dans cette rétro de l'actualité. Mais avant, les Britanniques se sont réveillés le 8 septembre dans la tristesse. Elisabeth II s'est éteinte à l'âge de 96 ans dans le château de Balmoral. Regardons cet élément et on se retrouve juste derrière. Il était une fois une reine dénommée Elisabeth II, arrivée sur le trône du Royaume-Uni et de 14 autres royaumes à l'âge de 25 ans. Sa popularité personnelle lui servant de lest dans les moments les plus difficiles de l'institution. Un règne de 70 ans qui aura marqué le monde entier. Elisabeth II n'était pas juste la reine d'Angleterre, mais aussi celle du toit du monde, par l'affection qui lui était portée dans le monde entier. Depuis sa brève hospitalisation, il y a près d'un an, pour des examens dont la nature n'a jamais été communiquée, l'état de santé de la reine Elisabeth II, 96 ans, s'est lentement dégradé. C'est une bien triste nouvelle qui vient tout juste de tomber. Ses fils et ses petits-fils étaient encore à son chevet il y a quelques heures. Après 70 ans de règne, la reine d'Angleterre s'est éteinte. Le drapeau britannique a été mis en berne au palais de Buckingham, devant lequel étaient réunies des centaines de personnes au moment de l'annonce de son départ pour l'au-delà. Des personnes présentes devant le palais ont éclaté en sanglots et la foule est devenue silencieuse. Le prince Charles, 73 ans, héritier du trône depuis l'âge de 3 ans, est désormais roi et sera officiellement proclamé tel au palais de St. James de Londres dès que possible. Les hommages du monde entier ont commencé à affluer. Le président français Emmanuel Macron a salué une amie de la France, une reine de cœur, ayant marqué à jamais son pays et son siècle. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lui, la grâce, la dignité et le dévouement d'Elisabeth II, qui a été une présence rassurante pendant des décennies de changements de grande ampleur. Alors, messieurs, je vous pose directement la question. Elisabeth II s'en va après avoir célébré son jubilé de platine. On le sait, c'est 70 ans de règne. Au-delà de la longévité sur le trône, finalement, son règne aura été marqué par des étapes clés. Qu'est-ce qu'on retient d'elle, de la reine, finalement, d'Angleterre, mais pas que? Alors, Maria, il faut dire déjà que la monarque du Royaume-Uni
est la plus ancienne de toute la nation. Avant elle, sa grand-mère, Victoria, avait fait 65 ans au pouvoir. Elle en a fait 70. C'est un record. Donc, parmi les temps forts qui ont marqué le règne d'Élisabeth II, nous pouvons citer tout premièrement son couronnement en 1953. Notre génération est peut-être un peu plus jeune, mais pour les anciens, ils savent... On n'était même pas encore en projet, hein, comme on dit. 1953, voilà. Donc, la reine Élisabeth II monte sur le trône le 6 février 1952 et elle n'est couronnée que le 2 juin 1953 à l'abbaye de Westminster, où devant des millions de Britanniques qui ont la possibilité de suivre ce couronnement en direct à la télévision. Comme deuxième temps fort, on pense à la première allocution télévisée en 1991, en pleine guerre du Golfe. La reine était souvent habituée à faire des apparitions télévisées à l'occasion de la Noël, mais là, cette fois-ci, la reine avait pris la parole pour parler d'un sujet plutôt grave. Assez sérieux. Voilà, assez sérieux. Donc, elle appelait son peuple à s'unir et à prier pour un succès rapide de cette guerre, exprimant également son espoir d'une paix juste et durable. Une parole qui avait été qualifiée de parole très rare. Ça avait été vraiment un grand moment dans l'histoire de la reine. Il y a également un élément qu'on toute la planète l'a vécu. C'est la mort de Lady Diana en 1997, qui est décédée donc à Paris aux côtés de son compagnon Dodi Al-Fayed. Lors de cet événement, la reine avait plutôt fait preuve d'un certain froid. Et la population britannique n'avait pas très bien compris. Il y avait eu comme un vent de révolte, d'ailleurs, de la part de ces sujets. Et puis, à la veille, finalement, des obsèques, eh bien, la reine s'était également adressée à son peuple en disant, je la cite, je l'admirais, je la respectais pour son énergie et pour son engagement envers les autres et surtout pour son dévouement envers ces deux garçons. Élisabeth II, un peu poussée par la popularité de Lady Diana. On le sait, elle a été faite reine, elle était en séjour en Afrique, au Kenya. On l'a vu à certains moments venir en Afrique, particulièrement aller rencontrer Madiba, Nelson Mandela. Est-ce qu'elle avait des relations particulières, Alexandre Awassi, avec le continent africain ? Des relations aussi vieilles que les années coloniales, il faut le dire, et c'est d'ailleurs ce qui lui vaut certaines critiques lors des funérailles, malheureusement, de la reine, des funérailles qui ont été marquées par la présence de nombreux chefs d'État. Sauf que cette partie de l'histoire sombre de la reine, puisqu'il le disait si bien, depuis 1962, qui marque les années de revendication à l'indépendance. Donc, oui, il y a eu des atrocités qui ont été commises. On pense justement à celles commises auprès des peuples Mao au Kenya, où il y a eu près de 10 000 morts. On pense au Nigeria, à la guerre du Biafra, qui a secoué énormément, parce que près d'1 million de morts. On parle de l'apartheid en Afrique du Sud, peu importe la relation qu'elle avait avec Madiba, ça s'est fait sous son règne. Et tous ces États, c'est des États qui étaient sous l'emprise ou sous l'influence de la couronne britannique. Donc oui, forcément, il y avait des relations particulières entre la reine, entre la couronne britannique et ces États africains, aussi bien politiques que économiques. On raconte même d'ailleurs que, et c'est peut-être une histoire à confirmer, que la reine avait dû prendre, enfin c'était peut-être pas la reine Élisabeth, mais que l'un des joyaux du roi Denis venait de la couronne britannique. Donc il y a quand même une histoire aussi avec le Gabon, quelque part. Avec la couronne britannique. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que j'ai entendu dire la même histoire à propos des diamants, parce que les entreprises exploitatrices de diamants en Afrique du Sud sont britanniques. Donc j'avais entendu la même histoire sur l'Afrique du Sud. Je ne sais pas. C'est plutôt une histoire à vérifier. C'est exact ou non. Dans tous les cas, je dirais qu'on peut retenir au moins cette relation particulière avec Madiba. Pour une petite histoire, il l'appelait affectueusement Motlepula. Motlepula, c'est dans un dialecte sud-africain qui signifie arriver sous la pluie, en référence justement à un voyage de la reine qui était arrivée sous une grande pluie en Afrique du Sud, et il l'appelait sous ce petit nom affectueux. Un petit nom affectueux. Elle a eu des obsèques, la reine Élisabeth, grandiose, certainement digne de la reine
qu'elle a été. Charles lui succède donc à l'âge de 73 ans. On imagine que son règne ne sera pas aussi long que celui de sa mère déjà et que certainement son principal challenge sera de régner comme il l'a peut-être vécu dans l'ombre de sa mère. Est-ce que vous pensez qu'on va toujours chercher à comparer les faits et gestes de Charles à ceux d'Élisabeth II? La comparaison est utile et elle s'impose. D'entre deux jeux, on a vu pendant les funérailles, lorsque lui, il prenait le règne après le décès de sa maman, on a vu que c'était moins populaire que sa mère déjà dans les années 52-53. Donc ça a laissé un tout petit dégoût aux yeux de ceux qui ont assisté à l'événement et ceux qui connaissent l'histoire. Donc oui, la comparaison se fera naturellement. On attend de lui beaucoup. Il a été suffisamment présent. Lorsqu'on parle de Commonwealth, on parle bien du prince Charles également. C'est vrai qu'il y a la reine, mais il y a lui qui est très impliqué dans les questions climatiques, environnementales. Donc forcément, il y aura un regard assidu sur son exercice. Alors on le sait, en Grande-Bretagne, le souverain, il règne, mais les décisions se prennent du côté de l'exécutif, même si c'est souvent peut-être en étroite collaboration avec le trône. Et le nouveau chef de l'exécutif, Liz Truss, est attendu donc au pied du mur. Les Britanniques attendent beaucoup donc de cette dame, surtout après les déconvenues de son prédécesseur. Ses premières mesures apparaissent malheureusement déjà controversées. Est-ce qu'elle a finalement l'étoffe des femmes qui lui ont succédé à ce poste-là? Je pense à Theresa May et à Margaret Thatcher. On peut se risquer de dire oui, Marielle, si on voit la ténacité avec laquelle elle a remporté l'élection à la tête du Parti conservateur. C'est quand même avec, on parle de à peu près 80 000 voix contre 60 000. Donc vraiment, elle a été adoubée par le Parti conservateur. Liz Truss, qui est une femme politique qui va d'abord s'intéresser aux questions intérieures. Parce que vous le savez, aujourd'hui, l'Europe en général et le Royaume-Uni en particulier connaissent des difficultés avec la vie chère, le prix de l'énergie qui allait à la hausse. Donc, elle va s'intéresser dans un premier temps à la politique intérieure, mais elle l'a dit au moment de son discours d'acceptation, elle a fait des éloges à l'endroit de Boris Johnson et vous le savez, elle était son ministre des Affaires étrangères. Effectivement. Et elle a donc organisé une rencontre qui était prévue entre le Royaume-Uni et l'Afrique. Donc on peut penser aisément que l'émergence de Liz Truss est une bonne nouvelle également pour les Africains. Alors, messieurs, je vous propose de quitter Londres et de nous envoler pour New York. Un discours très attendu du président gabonais à la tribune de l'ONU. Le Gabon qui, rappelons-le, assure la présidence tournante du Conseil de sécurité durant tout le mois d'octobre avec les conflits que le monde connaît. Actuellement, l'Afrique également. Le Gabon veut miser sur la restriction de l'accès des groupes armés aux armes. Ambitieux, honorable, mais possible, selon vous? Non, très possible. Je reste très admiratif des propos du président de la République, Ali Bongo Ondimba, sur cette plateforme. On ne peut mieux demander aux nations si ce n'est le dialogue. Seul le dialogue peut nous emmener à l'apaisement. Il le disait, la rupture de ce dialogue entraîne des guerres. Ces guerres causent des inflations. C'est-à-dire la corrélation entre nos États aujourd'hui fait que la guerre en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, impacte, mais dans tous les sens, le monde. Donc le dialogue prime et le chef de l'État a raison, l'a martelé lors de son passage à l'ONU. Donc pour moi, il le faut. C'est un prérequis pour le devenir de nos nations. Ali Bongo Ondimba qui assure vouloir travailler à la réforme de l'ONU pour assurer une meilleure prise en compte des aspirations de l'Afrique. Il est temps, messieurs, que le continent certainement ait son siège permanent au Conseil de sécurité. Peut-être l'occasion de finalement se défaire de ce paternalisme colonial, Dimitri. Tout à fait, Marielle. Le chef de l'État, là, il dit clairement, il est temps que l'Afrique ait sa voix au Conseil de sécurité. Le Gabon, qui est depuis un certain temps maintenant membre non permanent du Conseil de sécurité, avec cette présidence le mois prochain, à partir du 6 octobre, le pays va s'atteler à travailler à la réforme de l'ONU, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu
problématique. Vous savez, les 5 membres permanents de l'ONU, dont on estime qu'il s'agit là des superpuissances et qui devraient en réalité s'asseoir et trouver des solutions par le dialogue, comme vient de le dire l'honorable, on constate qu'il s'agit beaucoup plus encore de rapports de force entre ces différentes grandes puissances et ces rapports de force finalement qui se traduisent par des conflits à travers le monde. Donc l'Afrique, qui aujourd'hui est un continent de 54 États et qui, non seulement sur les questions de conflits, des conflits en interne, mais également sur d'autres questions, des questions par exemple comme les questions de lutte contre le réchauffement climatique, l'Afrique doit avoir sa place et c'est ce à quoi finalement le Gabon va s'atteler à travailler durant tout le mois d'octobre où il y aura la présidence du Conseil de sécurité. Est-ce que ce n'est pas également une question stratégique, Alexandre Awassi, de maintenir l'Afrique en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU? On se pose des questions, vu la réaction des pays et des dirigeants africains aujourd'hui, on se pose des questions, d'où la nécessité de faire partie de la décision et non pas de simplement les subir. Le Mali n'est pas donc passé sous silence, messieurs. À l'ONU, le Premier ministre Abdoulaye Maïga n'est pas allé par le dos de la cuillère, on l'a tous écouté. Est-ce que cela traduit davantage donc cette volonté de se défaire, comme je le disais déjà, par rapport aux propos du président gabonais, de ce paternalisme colonial? Est-ce qu'il y a une véritable volonté de rupture, surtout qu'on parle du Mali qui connaît une histoire assez particulière actuellement? Alexandre Awassi. Un discours assez mitigé pour ma part. Certaines choses auraient dû être dites sur le continent africain. Malheureusement, la seule plateforme disposée pour nos leaders africains a été l'ONU. Peut-être qu'il a emboîté le pas à ces pairs de la CEDEAO qui ont tenu un sommet extraordinaire de la CEDEAO en marge de cette Assemblée générale de l'ONU. Et je le trouve dommage, autant dans son discours qui, en réalité, a été une réponse adressée à tous ces leaders, à tous ces sages de l'Afrique du côté de la CEDEAO. Mais n'empêche, je pense que dans le fond, si la forme a été un peu bancale pour moi, le fond reste tout de même une réalité manifestée par les Africains, qu'il s'agisse de nos dirigeants et qu'il s'agisse des populations africaines. La volonté de se défaire de ce paternalisme colonial s'impose désormais à nous. On peut le voir à travers les activistes, on peut le voir à travers tous. Vous voyez combien de fois l'armée française, par exemple, pour ne pas la citer, est renvoyée par les populations, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, que ce soit un peu partout dans l'Afrique. C'est un message fort que l'on renvoie. C'est un message fort que l'on renvoie vis-à-vis des politiques entre les anciens colonisateurs et les pays en devenir que nous sommes. Dimitri Abourneur, le Mali qui a toujours été taxé depuis le coup d'État de tous les noms, qui se dit quand même ouvert aujourd'hui à continuer de collaborer avec les autres États. Bien sûr, le Premier ministre, le colonel Abdoulaye Maïga l'a clairement dit à la tribune de l'ONU. Il s'est félicité de la relation qu'ils ont aujourd'hui avec la Russie, même si, la communauté internationale... Et c'est dit finalement, cette relation qui a toujours été mise un peu en veille, enfin, le Mali n'avait jamais ouvertement dit qu'ils étaient en relation avec la Russie, et la Russie non plus, mais là, il l'a dit. Il l'a dit clairement à la tribune de l'ONU, et comme disait l'honorable, c'est effectivement une redéfinition des rapports entre les États aujourd'hui. Donc les puissances, les grandes puissances ont intérêt à entendre ces cris des peuples différents d'eux, mais qui aujourd'hui réclament une certaine égalité dans le traitement, qui réclament également de faire entendre leur voix dans le concert des nations. C'est ce à quoi, c'est ce qui explique cette réforme donc au Conseil de sécurité de l'ONU. Et également sur le continent, on peut quand même, on peut condamner, si je puis dire, l'attitude de certains pairs africains qui ont du mal finalement à trouver des solutions concrètes aux difficultés que traverse le continent. Des solutions par l'Afrique, pour l'Afrique finalement. C'est ce qui est dommage. On s'interroge. La situation qui prévaut en Afrique de l'Ouest aujourd'hui entre le Mali et la CEDEAO, où est l'Union africaine ? Est-ce qu'on entend le son de cloche de l'Union africaine? Et on peut également se poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, ces institutions ont les moyens de trouver des solutions? Donc oui, il y a une redéfinition sur le plan politique, on le voit également sur le plan social, mais aussi et surtout sur le plan économique, sur les relations commerciales qu'il y a entre les États. La question
du franc CFA. C'est une question concrète, c'est une question réelle. En Afrique de l'Ouest, oui. Ils ont un tout petit peu évolué sur ce type de questions-là pour redéfinir un tout petit peu les rapports qu'ils ont avec les autres États, mais surtout en pensant au bien-être des populations. L'enjeu ici, c'est celui-là. C'est le bien-être des populations. Comment faire en sorte que les populations soient satisfaites des politiques qui sont mises en place et, pour elles et par les personnes qu'elles ont élues. Aujourd'hui, si ce n'est pas le cas, on voit que certains militaires prennent le pouvoir par la force, et bien que la communauté internationale appelle à la légalité, hein, à remettre rapidement les civils au pouvoir, ce qui est tout à fait normal du point de vue juridique, mais est-ce que si ces civils-là reviennent au pouvoir, est-ce que pour autant les populations trouveront leur compte? L'actualité nous permet de regarder du côté du Burkina. Effectivement, est-ce qu'on en sait un peu plus d'ailleurs sur ce qui se passe actuellement au Burkina? Pour l'instant, la situation n'est pas très claire. On parle du chef de l'État qui serait aux mains d'un certain nombre de personnes non identifiées, des individus non identifiés. La situation n'est pas encore très claire, mais c'est encore un fait qui vient s'ajouter à un certain nombre déjà de coups d'État qui ont été connus. Mais la question reste à quelles sont les solutions pour mettre fin à ces coups d'État. La question est tout entière et on aura l'occasion de revenir, messieurs, sur ces questions au Gabon. Ce qui a créé l'onde de choc ce mois de septembre, c'est certainement la dissolution du ministère des Travaux publics, des missions qui sont désormais dévolues à la primature. Ma question est directe. Est-ce que le Premier ministre a les épaules assez larges, messieurs, pour assumer ces nouvelles missions? Écoutez, je ne voudrais pas commenter une décision du chef de l'État, mais d'un point de vue personnel, je suppose que le Premier ministre a suffisamment à faire et que ajouter en plus de ses prérogatives tout un ministère des Travaux publics ne rendront peut-être pas la chose toujours aisée. Oui. Ça devrait être certainement momentané, je ne sais pas, mais je l'espère. Est-ce qu'il était utile de procéder à cette dissolution? On a vu très souvent ces derniers temps le président de la République sur la route, aller constater lui-même ce qui se faisait. Au vu du constat qui a été fait, il a pris certaines décisions. Au vu surtout des remarques qui sont faites par la population, qui se plaint à raison de la qualité des voiries, autant celles secondaires que celles de la nationale. Moi, je suis de l'intérieur du pays. Il m'est difficile d'avoir accès. Oui. Par la route, j'entends. Est-ce que c'était légitime? Oui, forcément, c'était légitime. Dans ce sens-là, oui. Est-ce que c'était forcément la méthode? Je ne suis pas toujours d'avis, compte tenu des larges prérogatives, d'importantes prérogatives que doivent assumer le Premier ministre. Donc, je pense que le président a tapé du poing sur la table parce qu'il est nécessaire pour lui que les choses aillent plus vite, non pas en marge d'une élection quelconque, non pas en marge d'une volonté spécialement politique, mais parce qu'il est temps que l'on cultive également la culture du résultat. Moi, je suis parlementaire, nous auditionnons les différents ministres qui viennent nous dire chaque jour que tout va bien, malgré les réprimandes qui leur sont adressées, qui leur sont faites. Et pourtant, nous habitons tous le même Gabon. Récemment, il y a quelques mois, avant que nous n'allions pour notre intercession parlementaire, nous accordions des crédits financiers aux membres du gouvernement, qui nous rassurent que l'utilisation est conséquente aux réalisations. Je suis surpris. Je suis surpris de ce que les choses avec vous. soient faites ainsi. Mais la réalité, faut-il toujours attendre que ce soit le chef de l'État qui vienne vous dire que ça ne va pas? C'est la question. Parce que nous, à l'Assemblée nationale, on le leur dit à chaque fois que l'occasion se présente. On leur dit, dans nos sièges respectifs, il y a tel problème de route, tel problème de route, tel problème de route. On y attend toujours des solutions. Donc, moi, je pense que si le président doit être toujours autant rigoureux pour faire passer le message, c'est tant mieux pour moi.
À un moment donné, le président ne peut pas tout faire. À côté de ce problème donc du ministère de la dissolution du ministère des Travaux publics, il y a, j'ai envie de vous dire, la sempiternelle question de l'insalubrité. Là également, est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de désaveu du gouvernement de venir annoncer un concours de l'arrondissement le plus propre? Est-ce qu'il n'y a pas quand je dis le désaveu, c'est de savoir, de reconnaître finalement qu'il y a eu une faiblesse dans la question de la gestion des ordures ménagères? C'est la même chose pour la route, oui. Enfin, le constat est clair, il n'y a même pas de discussion. Oui. Allez dans tous les coins et recoins du Gabon, de Libreville en particulier, vous verrez que la gestion des ordures ménagères est un véritable casse-tête. Je ne le comprends pas. Pour à peine 1 800 000 habitants, nous avons du mal à gérer nos ordures lorsque nous serons... à peu près un quartier d'Abidjan. Oui, on est à peu près Yopougon, la population de Yopougon à Abidjan. J'avoue que nous piétinons mais énormément sur cette question. Et malgré les investissements consentis, malgré les dépenses consenties par l'État gabonais en la matière, je ne comprends pas qu'en 2022, nous n'arrivions pas à gérer. Alors rapidement, Dimitri, oui. Je crois que, Marielle, il faudrait également comprendre cette initiative du gouvernement dans sa volonté d'impliquer également les populations, parce que oui, il y a les dirigeants, les responsables politiques qui sont à la tête de l'État, qui consentent certains moyens pour pouvoir lutter contre l'insalubrité, mais on ne peut pas occulter également le fait de pouvoir s'unir, être tous impliqués dans cette question. Mais on avait déjà lancé les journées citoyennes qui ne donnent rien. On avait lancé. Est-ce que c'est aujourd'hui, en lançant ce concours de l'arrondissement le plus propre, que comme par coup de baguette magique, Libreville retrouvera... Ce n'est pas un outil ce n'est pas un outil suffisant pour pallier à cette difficulté. Ouais, je reste convaincu. Oui, c'est toujours bien d'éduquer nos populations et à travers ce concours, j'y vois une éducation dans le sens quand même du traitement de nos ordures. Parce que figurez-vous bien, allez-y dans nos villages. C'est propre dans nos villages. Vous ne verrez pas nos grands-mères au village jeter leurs ordures devant la cour. Elles les traitent derrière les maisons. Mais je ne comprends pas la vilaine habitude que nous avons la facilité que nous avons à nous débarrasser de nos ordures, même devant la maison. Qui plus est, devant les écoles où apprennent nos propres enfants, c'est là où nous venons jeter les ordures. Donc, derrière ce concours, j'y vois une forme d'éducation, une forme d'invitation à la population à prendre conscience de la nécessité d'abord soi-même de traiter ces ordures. Mais ça ne reste pas, pour moi, l'outil nécessaire pour éradiquer la difficulté que l'on a à évacuer nos ordures ménagères. Messieurs, peut-être pour terminer rapidement cette première partie, une dernière question, puisque je l'ai annoncé, le bureau du CGE est taxé d'être aujourd'hui illégitime, ou du moins caduc. Alors, est-ce qu'il est caduc ou pas? On commence par Dimitri, on finit par l'honorable. Disons que du point de vue d'un constitutionnaliste bien connu de la place, M. Télésphore Ondor, que nous avons eu la possibilité de poser la question, il s'appuie sur la décision de la Cour constitutionnelle. En 2018, le bureau du CGE a été mis en place. Il faut dire qu'ils ont un mandat renouvelable une fois. Donc, en 2020, ce mandat a expiré. Et comme en 2020, nous étions en pleine crise sanitaire de Covid-19, eh bien, la Cour constitutionnelle avait prorogé le mandat du bureau actuel jusqu'à la levée des mesures. En mars, chose qui a été faite. En mars. Et donc, en principe, le bureau aurait dû être renouvelé dès le mois de mars ou du moins le mois suivant, ce qui n'a pas été fait. Bon, selon les textes, le renouvellement du bureau de la Cour constitutionnelle se fait par du CGE, vous voulez dire. Du CGE, autant pour moi, se fait par le ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur qui procède au renouvellement du bureau de cette institution. Pourquoi cela n'a pas été fait? Est-ce qu'à ce moment-là, l'Assemblée nationale n'a pas également le droit d'interpeller le gouvernement sur la question? Mais ça se fera sans doute au vu des élections à venir, puisque c'est des parlementaires qui sont supposés revenir à la maison pour la plupart. Donc forcément, nous devrions nous pencher sur cette question qui, au fur et à mesure des jours et au fur et à mesure que nous nous approchons des échéances électorales, devient de plus en plus chaude.
Alors, messieurs, les discussions sont tellement intéressantes et on pourrait s'étendre, mais nous avons d'autres faits à évoquer pour la rétro de ce mois de septembre. Je vous dis donc merci pour cette première partie. Je vais remercier particulièrement Dimitri Abourneur qui va se retirer. L'honorable Alexandre Awassi reste avec nous pour la deuxième partie. Économie et éducation vont donc constituer la trame de cette deuxième partie. Ne zappez pas, la rétro de l'actualité revient dans quelques secondes. Deuxième partie de la rétro de l'actualité, toujours avec Alexandre Awassi, député indépendant à l'Assemblée nationale du Gabon. Et j'ai le plaisir de recevoir deux dames qui viendront donc nous parler des questions d'économie. Et d'abord, Chimène Sandra Ndouna. Comment allez-vous? Ça va très bien. Pour votre première participation à la rétro de l'actualité? Ça va, ça va. Ça va bien. Ben, écoutez, on parle d'économie. Libreville a vibré au rythme du climat du 29 août au 2 septembre de l'année en cours. Une semaine qui a permis d'accueillir des experts et des spécialistes de la question de l'environnement qui ont notamment planché sur la problématique de la finance climatique. Les autorités gabonaises qui sont résolument engagées à augmenter la part du tourisme dans le produit intérieur brut. Elles veulent repenser le secteur. C'était le thème des journées du tourisme. Mais avant, intéressons-nous à la nouvelle mercuriale mise en place pour contrer les prix des produits de première nécessité. Suivons ensemble cet élément et on se retrouve juste derrière. Les discussions entre le gouvernement et les opérateurs économiques ont abouti à la validation d'une nouvelle mercuriale. Celle-ci plafonne le prix de 48 produits de première nécessité. Le gouvernement a décidé de réglementer les prix de 48 produits alimentaires de première nécessité importés dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Cette mercuriale plafonne donc les prix de ces produits-là, des 48 produits. Je voudrais quand même insister qu'il s'agit des prix plafonds et que la concurrence doit se jouer en deçà. Pour lutter contre la vie chère, l'État gabonais renonce à 5% de ses recettes. De ce fait, le respect de cette mercuriale est de rigueur. Nous délivrons au ministère du Commerce un agrément d'importateur vie chère et l'agrément est délivré aux opérateurs économiques qui importent les produits de première nécessité. Donc cet agrément vie chère ouvre droit, comme je l'ai dit tantôt, au bénéfice des avantages à ces opérateurs économiques. Donc nous, en contrepartie, nous exigeons de ces opérateurs économiques donc, le respect de la norme en vigueur en matière d'approvisionnement. Mis à part la brigade mixte, d'autres outils sont mis à la disposition des consommateurs. Nous avons une plateforme digitale qui est composée d'un numéro vert, le gratuit, le 8085, et d'un numéro WhatsApp, le 061 0001 93, d'une page Facebook, d'un site internet où les consommateurs peuvent nous joindre pour dénoncer justement tous les abus qu'ils observent sur le marché. Selon la DGCC, les opérateurs indélicats seront sanctionnés. Vous pouvez compter sur nous pour faire appliquer ces sanctions qui sont prévues par la loi. C'est des amendes dans une fourchette de 5 000 à 300 millions pour le non-respect des prix. Il y a également des peines d'emprisonnement qui sont prévues de 3 mois à 3 ans et aussi des fermetures définitives de leur commerce. Nous sommes toujours donc avec notre chroniqueur économie, Madame Chimène Sandra Ndouna, et notre expert pour l'occasion dans la rétro de l'actualité, Monsieur Alexandre Awassi, député indépendant à l'Assemblée nationale du Gabon. Une mercuriale Chimène Sandra Ndouna de 48 produits qui ne comprend donc pas l'huile. C'est la question que beaucoup de Gabonais se sont posés. Pourquoi ce choix d'exclure ce produit alors que c'est lui qui a fait un peu la polémique ces derniers temps? Il faut expliquer que la mercuriale n'est pas une émanation uniquement du ministère de l'économie. Ce sont les partenaires sociaux, notamment les importateurs et les revendeurs qui se sont assis avec le ministère de l'économie pour choisir ces 48 produits-là. L'huile, c'est vrai, on ne peut pas imposer quoi que ce soit, mais il y a déjà l'huile qui est fabriquée au Gabon. Et la mercuriale concerne uniquement les produits importés. Mais comme on a l'huile Cuisinor qui est fabriquée au Gabon par Olam Gabon, et cette huile-là peut normalement couvrir le besoin sur le marché gabonais. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a certains importateurs, certains revendeurs indélicats qui stockent, c'est-à-dire qu'il y a une bonne quantité de marchandises, de produits, mais qui stockent pour causer la pénurie et faire dans la spéculation. Et il y a certains, parce que le ministère a pris certaines décisions, de sanctionner ces opérateurs indélicats.
Alors, est-ce qu'il y a des stratégies qui ont également été prises pour encadrer le prix de l'huile, Cuisinor notamment? Oui, mais le prix Cuisinor et le prix de l'huile est à 1100 francs. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais le détaillant au quartier qui revend à 2200. Non, le détaillant revend parce que justement, les grossistes créent la pénurie sur le marché. Oui. Et dès lors où la pénurie est causée, la demande devient plus forte que l'offre, ce qui fait que les prix flambent sur le marché. Et vous avez, je ne sais pas, vous avez suivi l'actualité, il y a même Gabo Prix du poste d'Akébé dans le 3e arrondissement de Libreville, qui a été fermé parce que ce magasin faisait dans la spéculation. Oui. En réalité, on a assez d'huile, mais ce sont des revendeurs indélicats, véreux, qui causent cette pénurie sur le marché. Et donc là, la DGCC a procédé à des contrôles qui seront désormais récurrentes. Et c'est bien que vous parlez des contrôles de la DGCC. Ça m'intéresse, puisque la mercuriale, c'est déjà un premier pas. Mais quand il parle de récurrence, la DGCC, on ne les voit pas souvent sur le terrain. Là, on parle d'un problème, on va les voir 1-2 fois. Mais est-ce qu'ils viendront chaque mois dans les quartiers? Est-ce qu'ils ont déjà les agents en nombre pour venir dans tous les quartiers de Libreville et même aller à l'intérieur du pays? Oui, Marielle Biogou, je vois un peu là où vous voulez en venir. Mais cette fois-ci, je pense que d'après le DGCC, les choses ont évolué. Il a parlé dans le reportage d'une page Facebook. Vous, en tant que consommatrice, vous pouvez aller sur cette page Facebook-là, dénoncer. Il y a un numéro vert, le 80-85. Qui ne passe souvent pas. Qui passera. D'accord. Oui, il passera cette fois-ci. Donc, vous pouvez appeler. Et la DGCC contrôle les prix, mais il y a la direction du commerce qui est là, qui contrôle les stocks, qui contrôle tout ce qu'il y a. Et là encore, il y a une innovation. Ils mettent à contribution désormais les maires qui vont faire le même travail à travers leurs agents contrôleurs sur le terrain. On espère qu'on ne sera plutôt pas dans des trafics d'influence, mais dans un véritable contrôle des prix sur le terrain. D'après ce que le directeur du commerce a dit lors de notre entretien, les agents contrôleurs auront des ordres de mission. Alors j'ai envie de dire que nous avons la chance d'avoir un élu national ici avec nous. Est-ce que ces questions honorables ne sont pas discutées également au niveau de l'Assemblée nationale? Parce que la question de la vie chère commence un peu à trop peser dans le panier de la ménagère. Bon, je ne sais pas si vous faites exprès de me poser la question, mais je puis vous rassurer que ces questions sont débattues. Et d'ailleurs, je vous informe que lors de ma dernière interpellation adressée lors des questions au gouvernement, j'interpellais la ministre de l'économie justement sur cette situation inflationniste. Il s'agissait principalement de l'huile, du pain, et à l'époque où je posais la question, le prix de la boîte de sardines. J'ai insisté et je le martelais encore sur la nécessité pour le gouvernement de multiplier les visites, de multiplier les contrôles. Parce que prendre des décisions, comme on le fait, c'est très bien. Moi, je le lui disais, ce ne sont pas des décisions propres au gouvernement. Vous avez entendu le président de la République qui, lors de son allocution à l'ONU, rappelait qu'à cause de l'inflation, il a dû prendre certaines mesures en local pour justement freiner cette inflation. Mais je ne comprends pas pourquoi l'on ne rend pas assez dynamique les contrôles. On peut contrôler aujourd'hui, dans le mois qui suivra, il n'y aura plus personne sur le terrain. J'ai envie de faire une suggestion, elle peut paraître la moins intelligente possible. Aujourd'hui, les forces de police ne font plus le contrôle sur la route. Pourquoi ne pas former quelques-unes de nos forces de police? Pourquoi pas? Pour aller faire justement les contrôles, parce que la Direction générale de la concurrence, elle n'a pas un personnel pléthore, en nombre, pour pouvoir couvrir l'essentiel du territoire national. Moi, je suis désolé. Vous savez combien coûte la tonne de ciment à Mwanda? Peut-être nous dire, vous qui êtes député... Mais c'est 190 000. J'achète la tonne de ciment à 190 000, alors qu'à Libreville, elle est comprise entre 80 et 90 000. Personne pour aller contrôler à Mwanda. Vous savez combien coûte le camion de gravier? Non. On avoisine le million de francs CFA à Mwanda. Donc c'est vous dire que l'absence de l'État, là où se fait et se défait les prix, mais ça laisse cette situation s'envenimer malheureusement pour les populations gabonaises. On a l'impression que l'État ne fait rien, mais c'est près de 380 milliards de francs CFA annuels qui sont consentis pour justement permettre à ces denrées de coûter moins cher. Questions de vie chère qui sont donc très intéressantes, mais il y a à côté le tourisme considéré comme un secteur d'avenir. Et Chimène Sandra-Ndouna, vous avez pris part aux journées du tourisme dont le thème était de repenser le secteur. Quelles sont donc les stratégies ou quelle est la stratégie pour repenser ce secteur?
Alors la stratégie est repenser le tourisme. Pourquoi? C'est parce que le secteur a été fortement touché par la crise du coronavirus. Oui. On est passé à peu près en 2020 de 2 milliards de déplacements dans le monde à près de 400. Donc vous voyez que c'était assez chaud, surtout pour certains pays qui étaient déjà en avance et certains pays dans lesquels le tourisme participait beaucoup au PIB du pays. Mais pour le Gabon, ce n'est pas le cas. Le Gabon est encore au stade embryonnaire. Très embryonnaire. Vous parliez tout à l'heure de 3%, là c'était avant le corona, mais après le corona, ce taux-là a fortement baissé. Donc pendant ces assises-là, les promoteurs touristiques et le gouvernement se sont assis pour réfléchir. Et là, il en sort qu'il faut repenser les stratégies de promotion de tourisme. Mais le tourisme, ce n'est pas seulement le ministère. Le tourisme, c'est le ministère du Transport. Le tourisme, c'est aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale. Le tourisme, c'est un domaine transversal. Oui. Donc, c'est sur ce plan-là qu'ils se sont assis qu'il fallait définir les nouvelles stratégies de tourisme. Pour avoir des résultats, à quel terme? Parce qu'on parle d'un secteur qui a été placé prioritaire dans le plan d'accélération de la transformation du gouvernement gabonais et qui va à son terme là en 2023. Est-ce que le tourisme pourra rehausser la courbe, pourra inverser la tendance d'ici à 2023? D'ici à 2023, je ne sais pas si on pourra peut-être atteindre les résultats que vous attendez, mais aujourd'hui, les tendances sont en train de monter. Comme après le coronavirus, aujourd'hui, on observe une augmentation constante de la courbe de l'hôtellerie, qui est un secteur clé du tourisme. Oui. On parle d'un gain de 6,6 points par rapport à 2020. Donc la tendance, elle augmente. On a aussi le nombre de clients qui a repris dans les hôtels. Mais c'est comme je disais, on ne va pas comparer aujourd'hui le tourisme au Gabon à celui du Kenya, par exemple. Le tourisme au Gabon, il est encore au stade embryonnaire. Et pour qu'on atteigne ces résultats-là, il faut repartir à la formation. Et le chef de l'État l'a dit, qu'il faut créer 100 000 auto-emplois. Oui. Et le tourisme est un secteur clé qui peut justement aider à participer à la transformation de l'économie. Nous avons déjà certaines filières qui sont enseignées aujourd'hui au centre Basile Ondimba. Donc il faut reformer, mais pas reformer pour reformer. Il faut aussi voir les formations qui sont adaptées aujourd'hui qui sont adaptées aux réalités locales. Au défi du moment. Oui, au défi du moment. Honorable, vous avez l'occasion d'avoir les membres du gouvernement. Excusez-nous de revenir vers vous à chaque fois, mais peut-être nous expliquer un peu vous. Qu'est-ce qui bloque au niveau du tourisme gabonais? Pourquoi ça ne décolle pas? On parle du tourisme quand même depuis des années, ça ne décolle pas. Mais je me pose moi également la question. Je suis diplômé en développement de tourisme et je ne comprends pas pourquoi le tourisme ne décolle pas. Le Gabon est une destination privilégiée en matière de tourisme. Elle est autant exotique qu'authentique. Ah oui. Donc c'est l'une des destinations, c'est l'une des motivations premières des touristes, le Gabon. Okay. Mais on ne comprend pas pourquoi jusqu'aujourd'hui le Gabon reste très peu attrayant. Ah oui. Nous, au niveau de l'Assemblée nationale, mais encore une fois, nous avons mis à disposition du gouvernement l'outil nécessaire pour développer le tourisme. Une stratégie nationale de tourisme encadrée par la loi 34/20. Vous avez tous les rudiments pour réussir en réalité. Il suffit de mettre en pratique cette stratégie nationale de tourisme. Je ne comprends pas pourquoi l'on piétine sur la question. Évidemment, comme elle le disait, mais déjà le Gabon consent énormément d'argent pour la formation. Oui. Je ne sais pas si vous avez souvenir de ce qui avait été fait pour la Maringa à l'époque. Oui, oui. De nombreux étudiants avaient été envoyés en Afrique du Sud pour leur formation. Oui. Mettez-vous bien, la quasi-totalité de ces étudiants se sont retrouvés non plus à faire du tourisme, mais de la ressource humaine, du droit et tous les autres métiers. Complètement reconvertis, simplement parce que les projets qui les emmenaient à étudier le tourisme, à leur retour, ils n'avaient pas été malheureusement concrétisés et ces étudiants ont dû se reconvertir pour faire autre chose. Donc oui à la formation, mais oui surtout à la mise en place d'un véritable projet touristique. Un des faits utiles au tourisme, c'est la statistique. Aujourd'hui, si vous regardez les tableaux de l'Organisation mondiale du tourisme, le Gabon n'y apparaît pas, c'est marqué 0, parce que nous n'avons pas les chiffres du nombre de visites
des touristes. Mais comment vous définissez les produits touristiques attrayants dans votre pays si vous ne savez pas ce pourquoi les gens viennent? Qu'est-ce qu'ils viennent visiter? Qu'est-ce qu'ils aiment quand ils viennent au Gabon? Est-ce que ce sont nos plages? Est-ce que c'est la Pointe des Nids? Est-ce que ce sont nos animaux? Est-ce que c'est le site de Luango? Est-ce que ce sont nos rites et cultures? Est-ce que ce sont nos rites et cultures? Nous avons tellement à donner, aussi bien en matière de nature, d'environnement, qu'en matière culturelle. Vous imaginez la pléthore d'ethnies qu'il y a dans notre pays. Si jamais nous devions transformer ces rites et coutumes en produits touristiques, ce que ça donnerait. Donc, il y a un B.A.B.A., il y a un prérequis en matière de développement du tourisme, et c'est la statistique. Savoir pourquoi les gens viennent chez nous pour ensuite capitaliser sur ces connaissances. Le potentiel, c'est donc bien, mais encore, il faut savoir l'exploiter et faire en sorte que les retombées soient perçues par tous. Excusez-moi, Chimène Sandra Ndouna, mais nous courons un peu après le temps. Justement, juste relever qu'il ne suffit pas d'avoir un beau paysage pour faire du tourisme. Comme je le disais tantôt, le tourisme, c'est aussi le transport. Comment est-ce que vous faites pour emmener les touristes jusqu'à... Quand on n'a pas de route, lorsqu'on n'a pas de route. Mais aussi, le tourisme n'est pas que l'international. Nous-mêmes, chaque vacances, on se déplace. C'est du tourisme, mais c'est la statistique. C'est la statistique qui pose problème. Mais aussi, avec le coronavirus, il y a d'autres choses qui sont rentrées en compte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pousserait un Américain à venir au Gabon s'il ne sait pas que les structures sanitaires sont fiables? Donc, il y a beaucoup de choses qui encadrent. La stratégie, oui, mais il faut développer tout ce qu'il y a autour du tourisme. On aura certainement l'occasion de revenir sur ces questions très intéressantes. Je vous le disais, le Gabon a accueilli la Semaine du climat. On regarde cet élément et on reçoit une autre chroniqueuse sur ce plateau. Le chef de l'État gabonais a d'entrée de jeu déploré les intérêts particuliers de certains pays, notamment lors de la conférence de Copenhague de 2009 sur les changements climatiques et dont les résolutions étaient pourtant très attendues pour infléchir la courbe du réchauffement de la planète. C'est ainsi qu'il a mené à l'échelle nationale plusieurs réformes qui aujourd'hui portent déjà des fruits en matière de préservation de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques. Le Gabon a atteint récemment sa neutralité carbone, qui était l'une des résolutions de la COP21 tenue en 2015 à Paris en France. Le pays a même été récompensé l'année dernière par un fonds norvégien d'un peu plus de 9 milliards de francs CFA. Pour Ali Bongo Ondimba, cette rencontre africaine du climat qui s'ouvre ce jour à Libreville, la capitale gabonaise, est d'autant importante qu'elle jette les bases de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, qui aura lieu à Sharm el-Sheikh, en Égypte, du 6 au 18 novembre prochain. Michel Tseni nous a rejoint sur ce plateau. Alors Michel Tseni, comment allez-vous ? Très bien, Marielle. Ça va très bien. Oui. Comme le climat au Gabon, le Gabon qui a accueilli la semaine africaine du climat. On le sait, on parle de fonds pour le climat liés à l'atténuation et à l'adaptation. Mais où en est-on après les promesses de la COP26 ? Marielle Biogou, il faut dire que c'est le statu quo depuis la COP26, d'où cette semaine africaine du climat organisée ici à Libreville avec plus de 1000 participants. Oui. Et donc, à la COP26, comme à la COP de Paris, il s'agissait pour les pays pollueurs de financer à hauteur de 100 milliards de dollars par an pour essayer d'atténuer les effets du changement climatique, mais jusqu'alors, c'est le statu quo. Alors qu'on sait que l'Afrique, par exemple, pollue le moins, mais subit moins de 4% le plus lourd tribut de gaz à effet de serre. Des changements climatiques. On retient que le Gabon, quand même, est le pays le plus positif en matière de carbone. Est-ce qu'il y a eu des stratégies qui découlent de cette semaine du climat pour encourager les efforts du Gabon dans ce sens ? La semaine africaine du climat était là juste pour avoir une position africaine. D'accord. Parce que la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte sera très stratégique. Ce sera de dire que l'Afrique aussi peut participer à la lutte contre les changements climatiques. Et donc, au niveau du Gabon, il y a des choses qui ont été faites, notamment de 2010 jusqu'à 2020. Le pays a enregistré 100 millions de tonnes de carbone qui ont été séquestrées par le Gabon chaque année, en moyenne chaque année. Et même, selon certains chiffres, ça va au-delà. C'est-à-dire que le Gabon est vraiment positif en matière de lutte contre les changements climatiques. En dehors de ça, il y a également le problème du crédit carbone. Oui. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de dire à ces pays-là qui polluent, de financer, de soutenir ces pays-là qui ne polluent pas, donc notamment les pays africains.
Donc, il y a le crédit carbone. Le continent africain est donc responsable de moins de 4% de gaz à effet de serre et il faut désormais que ces pays-là puissent financer. Mais il y a ce problème de financement. Vous avez eu la crise pétrolière, vous avez eu la crise due à la Covid-19, vous avez aujourd'hui la crise en Ukraine. Et donc, ces pays-là aussi sont endettés. Mais il va falloir que le développement de l'Afrique ne soit pas hypothéqué au nom de la préservation de l'environnement. Donc, il faut donc trouver un équilibre, et un équilibre qui puisse réjouir les Africains. Et donc, c'est sur cette position-là que le Gabon également se positionne et avec les pays africains. Alexandre Awassi, ces questions du climat intéressent le chef de l'État, qui est d'ailleurs vu comme étant un leader pour la préservation de l'environnement. Est-ce que, par rapport à ce que dit Michel, on ne retombe pas dans ce qu'on dénonçait déjà ici, le fait que l'Afrique n'ait pas réellement la décision pour dire non, ça suffit, parce qu'on a des COP qui se succèdent et malheureusement depuis Paris en 2015, rien ne se fait pour l'atténuation et l'adaptation en Afrique notamment. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Aujourd'hui, l'Afrique est simplement perçue comme la solution et pas toujours la décision. Mais effectivement, nous sommes la solution. Nous sommes la solution, mais nous courons également pour le développement. Avec ce qui nous est proposé par eux aujourd'hui, mais nous contraignons le développement de nos nations parce qu'il faut respecter les normes qu'eux proposent, des normes qu'eux continuent de franchir pour le développement ou pour le maintien du développement de leurs économies. Donc moi, je suis en étroite ligne avec vous en disant que, mais oui, l'Afrique doit être la décision lorsqu'il s'agit d'environnement parce que nous sommes la solution à l'environnement aujourd'hui. Mais cela ne doit pas contraindre notre développement. Nous courons vers le développement, nous courons vers l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Oui, il faut préserver la nature, oui, il faut préserver l'environnement, oui, il faut arrêter de tuer les éléphants, mais à côté, il faut d'abord penser à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et c'est vers cette course-là que nous sommes en train de mener. J'ai envie de vous prendre un exemple. Aujourd'hui, les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se débarrassent de toutes leurs anciennes automobiles. Elles sont déversées où? En Afrique. En Afrique. Eux proposent des voitures écologiques aujourd'hui. Pourtant, la solution aurait été, comme l'Afrique aujourd'hui, c'est le berceau du développement durable, quand même. C'est là-bas où doivent être développées ces solutions. Pour qu'à l'avenir, elles préservent, elles continuent de préserver l'équilibre planétaire. Mais ce n'est pas ce qui est en train d'être fait. Au contraire, on continue d'utiliser l'Afrique comme la poubelle du monde où est déversé tous les déchets aussi bien chimiques que toute la ferraille, la caracasse qu'on n'en veut plus en Occident. Donc, il nous faut véritablement être la décision. Et je rentre en étroite ligne avec le président de la République qui dit que les Africains doivent être au centre de la décision. S'asseoir à la table des décisions, effectivement. Tout à fait. Et on espère que cette COP27, donc, qui se tiendra en novembre du côté de l'Égypte, sera la COP, en plus de la décision, la COP des actions, finalement, pour l'Afrique. Merci, Michel Tseni, pour votre contribution, qui sont toujours aussi pertinentes les unes que les autres. On parle d'éducation pour la fin de cette émission avec notre spécialiste maison qui va nous rejoindre d'ici quelques instants. La rentrée des classes a été effective ce 5 septembre au Gabon, couplée à l'effectivité de la gratuité des transports scolaires et les allocations scolaires promises par le président de la République. Mais à chaque rentrée des classes, une polémique se pose, celle du paiement des frais d'association de parents d'élèves dits APE. Suivons ce reportage et nous retrouvons Linda Ningon pour la suite. En cette rentrée scolaire, voici autant de questions que se posent les parents d'élèves. Pourquoi payer les frais d'association des parents d'élèves? À quoi servent-ils? Existe-t-il une réglementation en vigueur qui encadre cette organisation? Chaque parent a-t-il l'obligation de s'acquitter de ses frais? Autant d'interrogations, davantage nourries après la publication par le ministère de l'Éducation nationale des prix afférents aux frais d'inscription dans les établissements publics. Linda Ningon est déjà avec nous sur ce plateau, toujours en beauté. Bienvenue dans la rétro de l'actualité de ce mois de septembre. Merci Maria, c'est toujours un plaisir d'être... Alors Linda, on a vu que la tutelle a réglé en quelque sorte la polémique liée aux APE, mais une décision qui intervient quand même après que certains parents ont inscrit leurs enfants, ou du moins les ont réinscrits pour la rentrée des classes 2022-2023. Du coup, qu'est-ce que la tutelle doit faire? Qu'est-ce que les parents doivent faire? Est-ce qu'ils seront remboursés? Et est-ce que la tutelle a prévu cela?
Remboursement, non. Il faut dire que, comme chaque année, on assiste à ce bras de fer entre l'association des parents d'élèves et les parents. Vous allez peut-être dire qu'il n'y a pas de différence, mais si, parce que tous les parents ne sont pas nécessairement membres d'une association des parents d'élèves. Donc, les parents s'interrogent chaque année sur cette tarification arbitraire des frais d'APE et surtout ce à quoi servent ces frais. Donc, il était important pour la ministre de l'Éducation nationale de recadrer les choses, de recevoir toutes les parties prenantes et de réorganiser le secteur. Et vous avez dit les parents s'interrogent sur ce à quoi servent ces frais. Peut-être nous édifier là-dessus. Alors, comme édification, ce qu'il faut retenir, c'est que dans certains établissements, par exemple, on assiste à une carence d'enseignants. Il y a parfois un manque d'enseignants de sciences ou même de français. Et bien, ces APE s'arrangent à ce qu'il y ait un vacataire et c'est justement avec ces frais d'APE qui payent les vacataires. Il n'y a que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a annoncé des allocations scolaires. Et ça m'intéresse en tant que parent d'élèves, en tant que Gabonaise, pour tous les Gabonais et la gratuité des transports scolaires. On a vu l'effectivité de la gratuité de ces transports scolaires, vous aurez l'occasion de revenir là-dessus. Et on a vu aussi l'effectivité de ces allocations, mais pas pour tous les Gabonais. Quels ont été les critères qui ont prévalu pour le choix des personnes qui devaient bénéficier de cette allocation du président de la République? Alors la question, je l'ai posée à une source proche du ministère, pas de la fonction publique, mais de l'Éducation nationale. Il me disait en fait que, qu'il n'y a pas eu de critères, mais que chaque année, ça se faisait déjà. Seuls les agents de l'État avaient droit à ces allocations de rentrée scolaire. J'y arrive. Alors je me suis dit, je me suis appuyée sur le discours. J'ai dit, le discours a dit. Le chef de l'État a dit c'est pour tous. Comment on en arrive que ce soit maintenant un nombre réduit, dit bon, enfin c'était sur le tas, on a juste pu satisfaire plus de 6 000 ménages et puis bon, il m'a fait balader Alexandra Ouassi, il y a quand même un problème à ce niveau. Les Gabonais économiquement faibles, est-ce que ce sont les fonctionnaires, donc les agents de l'État, ou est-ce que c'est le Gabonais qui vit peut-être à Fougamou, chez moi, qui n'a pas de revenus? Si on donne cette allocation aux seuls fonctionnaires, aux seuls agents de l'État, parce que après il y a toute une organisation, il y a les fonctionnaires, il y a les agents publics, etc., etc. Que deviennent les Gabonais économiquement faibles? Comment ils font pour envoyer leurs enfants à l'école? Là, est-ce qu'il n'y a pas une manière de désavouer aussi la parole du chef de l'État? J'ai envie de dire qu'elle est sacrée, la parole du chef de l'État. Et les gouvernants devraient prendre en compte ce fait. Il faut pouvoir la matérialiser. J'estime que le président, lorsqu'il fait une telle annonce, a mesuré, d'après ce que ses conseillers lui ont rapporté, la possibilité d'une telle éventualité. Donc je ne comprends pas que l'on vienne nous dire, par exemple, comme elle nous le disait là, que c'est 6 000 ménages exclusivement qui ont bénéficié de cette allocation. Pourtant, il ne manque pas de mécanismes ou de stratégies pour faire bénéficier au plus grand nombre. Chaque parent qui a un enfant inscrit, on peut le répertorier et puis lui remettre son dû. Donc, j'espère qu'à la fin de la journée, un bilan sera proposé et on pourra éventuellement effectuer une évaluation pour pouvoir compenser, concrétiser surtout en tout cas, on compte sur l'Assemblée nationale, peut-être pour reprendre aussi le gouvernement sur cette question d'allocation scolaire du président de la République. Il y a également eu, allez-y. 67 000 ménages. 67 000, on est toujours dans la 60 000 ménages. Bon, ça va un peu plus, mais quand même, c'est pas grand-chose sur toute l'étendue du territoire gabonais. Il y a eu la gratuité des transports scolaires également, Linda Ningon, annoncée là également par le chef de l'État. Et à notre grande surprise, quand on va sur le terrain, là aussi, c'est certains établissements qui bénéficient de cette gratuité. Quels ont été les critères pour choisir tel ou tel autre et pas tel autre établissement? Et là, vous me reposez la question qu'une mère de famille m'a posée récemment, me disant où en est-on avec le Gabon égalité de chance, si mon enfant qui est inscrit dans le privé ne peut pas bénéficier de ces transports gratuits. Il faut dire que c'est une question de fond et elle est d'ailleurs fondamentale parce que lorsque le chef se tient là pendant le 17 août et annonce la gratuité de transport, ça réjouit plus d'un ménage, surtout que la rentrée a été rapprochée cette année quand on
comparativement aux années précédentes. Mais c'est d'autant plus un choc de savoir qu'il y a plusieurs ménages qui n'ont pas bénéficié des allocations de scolarité et qui ne pourront pas bénéficier, dont leurs enfants ne pourront pas bénéficier de la gratuité du transport. Donc on se remet un peu en compte, on se dit mais où va-t-on en fait dans cette façon de faire? Le chef donne une orientation et puis par derrière on en fait à sa guise. Et puis la question c'est de savoir est-ce que ces membres du gouvernement ont eu le temps de mettre en musique, parce qu'il faut dire que la rentrée c'était le 5 septembre dernier et le discours a été prononcé pendant le 16 août. Donc il faut voir que je me dis de façon personnelle, et je prends sur moi qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre en musique l'orientation donnée par le chef de l'État, mais ça ne justifie pas ce qu'on voit sur le terrain et ce qu'on vit au quotidien. On aura peut-être une dernière réaction avant de clore cette émission. C'est surtout que nos enfants ne vont pas dans des écoles privées parce qu'ils le souhaitent forcément. C'est peut-être par défaut le fait de ne pas avoir eu accès à X ou Y établissement, du fait peut-être de la proximité à un établissement et que l'enfant se retrouve dans un établissement privé. Pour autant, il ne devrait pas être privé d'une promesse faite par le chef de l'État. Je pense là aussi que copie devrait être refaite pour justement aider ces parents qui sont déjà suffisamment asphyxiés à envoyer leurs enfants dans le privé quand on connaît le montant des frais de scolarité au privé. Donc il faut revoir là aussi notre copie pour sacraliser la promesse, la parole faite par le chef de l'État. Le chef de l'État qui est le président, pas d'une partie des Gabonais, mais de tous les Gabonais. Et il faut qu'on se le dise. Merci beaucoup, Alexandre Awassi, de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Merci pour vos analyses et pour le décryptage que vous faites de l'actualité. Mais c'est moi qui vous dis merci d'avoir dit merci et merci pour l'invitation. Et on espère vous retrouver sur un autre plateau de Gabon 24. Pourquoi pas merci à vous, Linda Ningon, avec qui je referme donc cette rétro de l'actualité. Merci encore de donner toujours du sourire et de la beauté à ce plateau de la rétro avec vous. Je remercie également Dimitri Abourneur, Michel Tseni, Chimène Sandrandouna qui se sont succédés sur ce plateau de la rétro de l'actualité. C'est toujours un plaisir de revenir pour vous, chers téléspectateurs, sur ces faits qui ont marqué l'actualité. La rétro de l'actu, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite, toujours avec nos chroniqueurs prêts à décortiquer les faits poignants de l'actualité. Au revoir.